Bonjour, je suis Pierre Rocola. Alors, bon, je suis chanteur un petit peu aussi, mais je suis guitariste, je suis réalisateur, je suis éditeur. Bref, en tout cas, je suis un passionné de musique et j'écoute aussi passionnément Radio People. C'est très gentil, merci Pierre. Le plaisir de te voir. Il y a plein de gens qui ont dit « Ah, il a coupé ses cheveux ». C'est vrai ça ou bien? Qu'est-ce qui c'est? Comment je sais pas, il n'y a qu'à regarder. Ouais. Je sais pas si je les ai coupés vraiment. Ou si tu les as tirés un peu à l'arrière. Ouais, ça. Non, ça fait partie du look, ça, il faut garder ça. Cette coiffure par exemple et non-cheveux, c'est... Voilà, on garde un style. J'ai toujours été comme ça, depuis ma petite enfance. J'ai toujours eu les cheveux longs, dans les années 70, c'était comme ça. Évidemment. Et c'est mon vrai nom, donc je reste vrai. Voilà, authentique et vrai quoi. Voilà. Pas l'envie une fois de prendre un nom de scène, de s'appeler... Michael Chon à l'américaine? Non, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, puis c'est resté, voilà. Ça c'est extraordinaire. Né en Algérie, dans l'Algérie française? Oui, je suis né en Algérie française, oui. Ouais. Raconte-moi l'Algérie de ton enfance, un petit peu. Bah oui. C'est pas trop terrible, hein, franchement, non, mais je suis né là-bas. Les souvenirs que tu en gardes, comment mon père médecin, c'est surtout ça que, dans un petit village à côté d'Oran, et un père qui s'est donné à fond là-dedans, nuit et jour, il y était jusqu'à la fin. Il a risqué sa peau sans arrêt, non mais c'était un mec extraordinaire. Et puis j'ai entendu pour la première fois, je dis que j'ai reçu la grâce, là, à 9 ans, j'ai entendu Elvis Presley. Et à partir de cet instant, j'ai dit c'est ça que je veux faire, je ferai toujours de la musique. Et à partir depuis 9 ans, je n'ai jamais dévié d'un iota de cette route de la musique. À partir de là, bien entendu, les ennuis ont commencé. Le King, premier émoi musical, le King quoi. Ouais, j'ai entendu Hound Dog et Don't Be Cruel, et là, ça a été fini. Le déclic quoi. Déclic total. Je veux faire ça, mais quand on dit je veux faire ça, à cette époque, à ce moment-là, et quand on a 9 ans, il faut attendre un petit peu pour que ça se passe. Hein, voilà, ouais. C'est là que les ennuis s'accumulent, voilà. Parce qu'il n'y a, a rien. Quoi. Et puis en plus, c'est difficile de juger soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc de la musique? D'où ça sort? Puisque à 9 ans, on ne peut pas dire que... Moi, je joue aux Indiens, aux cow-boys encore. Hein. Ouais. Donc... Qu'est-ce qu'on te dit à la maison? Quand tu dis, moi, ma passion, moi, j'ai envie plus tard, on te dit quoi? On essaie de te raisonner quand même ou bien? Alors, on essaie de me raisonner, et puis on me dit, si tu vas pas à l'école, tu seras un bon à rien, et si tu veux être saltimbanque, ben, t'es qu'un feignant. Voilà ce qu'on me dit. Ça, c'est l'image à la maison. Oui. Tu t'es accroché quand même? Oui. Ouais. Et jusqu'au jour où mon père m'a dit, on est reparti donc en France, hein, puisque c'était après 62, hein, donc je suis arrivé à Toulouse. Et comment c'est le choc? Tu me racontes un peu, on part d'Algérie, on arrive à Toulouse, en France, c'est quoi le choc culturel, on va dire, pour toi? Alors, bizarrement, quand j'ai vu Toulouse, quand je suis arrivé, je dormais dans la voiture, enfin ça a été épique hein, quand même ce voyage. Comme voyage, oui. Ça a été drôlement épique. Ça veut dire qu'on charge la voiture avec tous les bagages, avec tout ce qu'on a, on a liquidé et tout, et tout est dans la voiture, quoi. La famille, les bagages, enfin à peu près, quoi. Mon père était venu un peu avant pour préparer un appartement, pour qu'on puisse... Pourquoi Toulouse? Pourquoi Toulouse? Enfin, le hasard, je ne sais rien. Okay. Parce qu'il y avait peut-être de la famille, ils avaient peut-être de la famille qui était déjà là. Enfin, ok. Bon. Et résultat, quand j'ai ouvert les yeux et que je suis arrivé à Toulouse, eh bien, moi j'ai cru que j'étais à Oran. C'est la même ville, c'est la même architecture, la rue d'Alsace-Lorraine. À Oran, il y a la rue d'Alsace-Lorraine, c'est les mêmes immeubles, ils ont été construits à la même époque. Voilà. C'est extraordinaire donc, ça. Je me suis dit, mais ça y est, on n'est pas parti, voilà, on est retourné. Ouais. Alors donc, je me suis senti bien. T'avais quel âge quand vous êtes arrivé à Toulouse? 17 ans. Voilà. Comment ça se passe ce déracinement, parce qu'on a déjà des copains, on a déjà une vie là, puis tout d'un coup, puis on change complètement, puis on coupe tous les suite des copains. Quand on a la pêche, quand on a la musique dans le sang, on trouve tout de suite. Dès que j'étais à l'école, j'ai repéré tout de suite des individus louches. Ouais, évidemment, évidemment. Et donc, je suis parti avec eux et j'ai rencontré tout de suite des musiciens extraordinaires. Mais c'est une chance pas possible, puisque j'ai rencontré tous les musiciens qui par la suite sont devenus tous célèbres. C'est quand même extraordinaire. C'était la bonne époque, cher Pierre Rocola. Oui, franchement, c'était la bonne époque là. Oui. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis un privilégié, quoi. Je peux pas dire que... En fait, j'ai jamais travaillé. Hein. Il avait raison, mon père. J'étais un feignant. Je ne faisais rien. Et donc, mon père, à cette époque-là, à Toulouse, pour faire mes études, parce que je faisais mes études, là où j'ai... Études de quoi? Ben, d'abord, j'ai commencé mes études de secondaire pour aller au bac. Oui. J'avais 17 ans, quoi. Et puis après, mon père, comme toute la famille, il voulait que je fasse médecine. Évidemment. Et alors, quand je suis arrivé en fac, là, c'était plus la même histoire, donc j'étais plus du tout d'accord, quoi. Alors mon père m'a dit, bon, voilà, je t'ai amené 2 valises,
vide, où tu charges tes affaires, tu t'en vas de la maison, ou tu restes avec nous, mais tu fais tes études. Et tu fais tes études, voilà. Si tu renonces à tes études, tu quittes la maison, c'était ça? Et j'ai quitté la maison, instantanément. Donc je suis parti. Ouais. Donc ça veut dire, tu as rempli les valises avec tes affaires, tes 2 valises, tu fais quoi? Tu vas où? Et j'ai plus vu mon père pendant 5 ans, plus vu ma famille, plus rien. Ben, je suis parti, alors j'allais chez un copain, j'ai dormi sur un matelas, bien sûr, puis un autre, puis machin, et puis j'ai rencontré ma femme, qui avait 17 ans. Oui. Et puis voilà, et on va fêter nos 50 ans de mariage l'année prochaine. Ça, c'est extraordinaire. Vu d'aujourd'hui, cette décision de dire je vais remplir les valises et je vais quitter ma famille, je pense que c'est compliqué au moment où on le fait. Mais vu d'aujourd'hui, finalement, tu as pris la bonne décision. Ouais, et je remercie mon père. Parce que s'il m'avait dit je vais t'aider, je vais faire ci, peut-être que j'aurais pas été aussi vindicatif, aussi combatif. Mais il y a eu des moments difficiles par rapport à cette décision, franchement. Partir à Paris avec je sais pas, 20 francs dans la poche, dormir dans le soufflet des trains de l'époque, avec les troufions, pour aller à Paris présenter mes bandes à des gens que je ne connaissais pas, à droite à gauche, chez Barclay, chez Mazin, où on me disait non, non, merci, on a ce qu'il faut. Ouais, bien sûr. C'était c'était épique. Et puis j'ai été recueilli par ma belle-mère, qui est une femme extraordinaire, qui m'a aidé énormément, enfin bon, bref. C'est une histoire de famille aussi, tout ça. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de... Et puis je me suis dit, bon, puisqu'ils croient en moi, chez moi on pense que je suis un feignant, que je ne suis pas rien, et cette famille-là, ils croient au contraire que... Alors je dis, il faut que je leur prouve quelque chose, et je me suis battu. Mais c'est la passion, hein, c'est pas, je vais faire un truc pour faire beau, ou pour devenir célèbre, non, non, pas du tout. D'ailleurs, je ne voulais pas être célèbre, ce que je voulais faire, c'est écrire des chansons, et donner mes chansons à des artistes. Donc je voulais placer des chansons à Claude François, à Joe Dassin, tout ça quoi. Mais à chaque fois que j'arrivais, on me disait non, on a ce qu'il faut, ou alors c'est pas dans le format, enfin ça n'allait jamais quoi. Ah oui. Toi tu as toujours été autodidacte, tu as toujours voulu construire les chansons, mélodie, paroles, musique et tout, enfin voilà, tout le temps. Un petit truc, un petit trafic. Mais toi tu veux tout faire, c'est-à-dire tu veux tout composer. Tu as de la peine à prendre le texte de quelqu'un puis mettre une musique ou des choses comme ça, un petit peu? Alors c'est 2 cas très différents. D'abord, pendant des années, je n'ai fait qu'écrire la musique. Oui. Toujours. Musique d'abord, puisque Beatles, Elvis, Stevie Wonder, pour moi, ils me parlaient. Ray Charles, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais dans mon cœur... La musicalité, puisqu'on ressentait, c'est ça? Dans mon esprit, j'étais rassasié de tout. Je n'avais pas besoin de savoir qu'il parlait de sa grand-mère. Et puis, ce n'était pas des chansons à texte comme Dylan, ça n'a rien à voir. C'est la musique pour l'émotion. Parce que c'est pour ça qu'on vit, si on cherche un bonheur, c'est pour l'émotion. Et la musique, elle est là pour ça. Dis donc, tous ces chanteurs qui chantent en anglais, sors-moi un petit peu des gens de cette époque-là que t'écoutais quand même, mais qui chantaient en français, par exemple. Ou bien pas vraiment, ou il n'y en avait pas? Ah, des chanteurs qui chantaient en français, bah oui, que t'aimais. Parce que là, tu viens de me citer une palette, mais c'est tous des... Ah, mais c'est tous des Anglais. Bah, bien sûr. Non, mais moi, je suis né en France, enfin, je suis né par accident, d'ailleurs, je suis né en Afrique. Je suis né en Afrique. C'est comme ça. Oui. Et donc... Bon, t'as pas trop le type africain, si je peux me permettre. Je suis en face de toi. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens, tous les copains musiciens que j'ai rencontrés à Toulouse, ils étaient tous comme ça. Il n'y en a pas un qui me citait Brassens ou Trenet. Voilà. C'était Ray Charles, c'était Stevie Wonder, les Beatles, les Stones, les Fleetwood Mac et compagnie. C'est fantastique, mais c'est vraiment fantastique. Donc toi, tu composes en anglais? On est d'accord, voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. En anglais. Et après, il faut que je trouve un auteur français dont la principale qualité que je lui demande, c'est pas tant la teneur du texte, mais il faut que tu suives le son que j'ai mis dans mes paroles. Il faut que ça sonne pareil. Il faut que la musicalité des paroles, il faut se connecter à ça. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer avec des mots pour que l'autre le comprenne? C'est toujours c'est un peu compliqué. Mais je lui dis, puis je lui montre la maquette que j'ai fait en anglais, lui il se cale dessus. Et j'ai trouvé un auteur qui s'appelle Michel Jourdan, qui a travaillé pour... Alors lui, c'est une machine à tube. Et lui, il a su capter ça, quoi. Il s'est bien débrouillé. Ah non, c'est un mec... faut lui reconnaître, hein, tout ça. Élise, tout ça. Bon, les dîners, moi j'arrivais, hein, j'ai écrit les dîners. Mais c'est tout. Après, les couplets étaient en anglais. Alors lui, il me les a mis en français. Voilà, enfin bon, c'est tout comme ça. Moi, j'ai eu une aventure un peu spéciale. Quand on dit Pierre Groscola, aujourd'hui, en 2019, on pense les délais, on pense Élise et moi, et puis ça s'arrête un peu là. Je parle du grand public comme ça. Et quelque part, quand on entend ça, si on disait ça, si j'étais en face de toi, je te disais, ah oui, Pierre Groscola, oui, les 2 chansons là et tout. Puis tu dis, mais non, mais j'en ai juste écrit 540 000 autres et tout. Qu'est-ce que ça fait comme sentiment, comme impression?
On se dit que finalement, le grand public, bon, il s'empare de certaines choses, mais il pourrait s'intéresser un peu plus loin. Eh bien, finalement, on doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça. Peut-être, mais c'est peut-être une situation volontaire. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas être chanteur. Je voulais être compositeur. Donc j'ai écrit. N'ayant pas réussi dans cette voie-là, on m'a dit, mais chante-les tes chansons. Je dis, mais ça m'embête, parce que j'ai pas envie de la télé, j'ai pas envie qu'on me voit. Je veux pas, c'est pas mon truc, les caméras, les spots. T'es toujours un grand timide, toi, dis donc. Tout à fait. Même encore maintenant, hein, parce qu'il y en a, c'était au début, puis après ils ont appris, puis ils ont fait... Non, mais t'as encore ce sentiment-là, quoi. Mais c'est quoi? C'est le fait de dire, je suis pas légitime, ou si je prends la lumière, non, laissez-la à d'autres, ou c'est comment ça? Non, je pense que c'est juste une harmonie par rapport à soi-même. Je suis comme ça, je ne veux pas faire semblant d'être un autre. Tu veux pas changer ta nature ou devenir un personnage, quoi. Je suis comme ça, si je suis timide, si j'ai pas envie de me montrer, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis comme ça, je vais pas faire semblant d'être autre chose, parce que c'est là que les malheurs arrivent. D'accord, il y a assez d'expérience comme ça. Je reste comme je suis et je suis très heureux. Et en plus, mon problème aussi, c'est quand on m'a dit de chanter, donc j'ai chanté, que ça a fonctionné. C'est parti plein pot. Bah ouais. C'était incroyable. Moi, je dis, mais jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Donc, télé, radio, tout le truc. C'est pas aussi le plus beau quand on n'est pas comme ça à fond marketing et puis à fond de vouloir être carriériste. C'est la souffrance qui commence. Ah oui. Ah oui. Toi, t'as souffert de ça? Il faut aller faire une télé. Oh là là. Et là, c'est la souffrance. Il faut aller chez... Tous les jeunes qui nous écoutent maintenant, qui écoutent cette interview, ils disent putain, on rêverait de ça, on voudrait être dans la télé. Non, mais je comprends très bien. J'ai aucune opinion négative. Je dis simplement... Voilà. Mais pour toi, c'était un effort, quoi. Il fallait produire un effort. Terrible. Parce qu'en plus, je détestais me voir dès que je voyais les rushs. Oh là là, qu'est-ce qu'il est vilain ce type. Donc, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ah ouais, c'est ça. J'aimais pas ma voix, je me trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas. Enfin bref, voilà. Moi, je préférais être derrière, dans l'ombre, travailler en studio et faire des choses. C'est là où j'étais heureux. T'es un peu un rat de studio. En studio. Là, t'es heureux, là, quand c'est comme ça. J'ai passé ma vie en studio, moi. Derrière les consoles, derrière les... Voilà. Ça, j'adore ça. Ah, oui. Aller brancher les micros, mettre tel micro là, le déplacer quand on entend le pied qui va pas bien, il faut retendre la peau, il faut mettre une reverb comme ci, comme ça, il faut aller dans l'escalier pour taper une planche, pour que ça sonne mieux. Enfin bon, voilà, j'adore ça. C'est la méthode Beatles, quoi. Voilà. C'est la recherche. Magnifique ça. Il faut se faire le son. Aujourd'hui, on achète le son. Alors on achète un appareil, on appuie un bouton, tiens, il y a le son. C'est pas possible ça. On ne fait plus rien. Enfin, il faut être créateur, c'est ça, être créateur. Alors parle-moi justement des jeunes d'aujourd'hui qui évidemment ont tous les ordinateurs, tous les synthétiseurs qui vont tout seuls, et puis on fait de la musique chez soi, home studio, et puis tout ça. C'est quoi ton regard là-dessus? Pour toi, c'est pas ça la vraie musique, c'est pas ça un vrai musicien? Non, alors... C'est des solutions de facilité ou bien... Voilà, non, pas du tout. Les époques changent, le temps passe, et il faut être objectif. Il faut bien regarder l'évolution des choses. Nous, on a vécu 70, ces jeunes dont on parle n'étaient pas nés, bien entendu. Donc on a eu une autre vie avec un système économique, un système social de l'époque. Bien ou mal, on a fait avec, et c'était comme ça. Bon, il y a la technologie qui a commencé avec les magnétophones, avec les bandes analogiques. Ah oui. C'est une autre technologie. Et puis ça va très très vite. Maintenant on est dans le numérique. Donc forcément il y a une adaptation nouvelle, une créativité. Mais toi qui as cette sensibilité d'ingénieur du son, de console et tout, cette avancée technologique, elle est vraiment... C'est génial aussi, hein, par rapport à avant. Oui, d'ailleurs, ils ressortent des disques en vinyle et ils sont bien conscients qu'il y avait un truc particulier. Bien sûr, oui. Mais moi, je respecte. C'est une nouvelle... et ça va aller encore plus vite. Bon, maintenant, ils vivent cette manière-là. Moi, je le respecte. Ce que je leur dis, c'est... Est-ce que vous êtes heureux? C'est ça qu'il faut chercher. Est-ce que vous avez du bonheur en vous pour être capable d'en donner aux autres? C'est tout. Alors après, on peut dire, ah ouais, mais la technologie, il y a beaucoup qui critiquent. Et moi je ne comprends pas tout dans le rap et tout ça, je suis dépassé par ça. S'il y a des gens qui trouvent du bonheur là-dedans, tant mieux pour eux. Moi, j'ai trouvé mon bonheur pendant 40 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas encore demander en plus. Je suis gavé, moi. Moi, je me suis réalisé. C'est fantastique. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis un privilégié. Donc, place aux jeunes. Vous êtes jeunes. Vous avez un trésor en vous. Profitez-en. C'est pas une question de technologie. C'est une question d'émotion qu'on ressent quand on écoute une chanson. Une bonne chanson, c'est pas une question de le studio et tout. Bon, il y a des composantes aussi qui sont importantes, puis les musiciens qui ont joué. Mais c'est surtout l'émotion qu'elle dégage, comment on la reçoit. Absolument, absolument. L'homme est irremplaçable. Alors il y a l'intelligence artificielle qui est là et qui commence à pousser un peu, de plus en plus. Alors attention, danger.
Il faut que l'homme se défende devant ça. C'est un outil. Tant que ça restera un outil, ça sera bien. Si tout d'un coup l'outil devient le vecteur de créativité, alors là il y a danger, de perdition. Mais pas seulement dans la musique, aussi sur un plan général, pas seulement sur un plan global, quoi. De toute façon, la musique c'est toujours un révélateur de société. Qu'est-ce qui se passe dans la musique, qu'est-ce qui se passe dans la société? Il faut voir les années 70, voilà. C'est un bon indicateur indicateur de quoi par rapport à la société, la musique? Les périodes musicales, les styles musicaux qui traversent comme ça, c'est quoi? C'est un reflet social, c'est une mentalité, c'est une réflexion. Donc toi tu dirais que, alors si je fais un grand écart, tu dirais que les années 80, plutôt insouciantes, on s'amuse, le disco, les choses comme ça, puis je fais un exemple extrême en arrivant aujourd'hui, le rap, des textes très durs, difficiles, la société, dénoncer des choses, ça veut dire que la société a changé, que c'est beaucoup plus difficile maintenant, et la musique est le reflet de ça. C'est un peu ça ce grand écart. La traduction du rap, c'est un mal-être. Il est clair que globalement, c'est souvent vindicatif, c'est souvent agressif, donc c'est un mal-être. Donc la société, elle a changé. Elle peut pas, on n'est pas un encéphalogramme plat. On est obligé de changer. Il y a des bonnes époques, parce que c'est comme ça. Mais même dans les bonnes époques, il y a toujours des gens qui crèvent de faim dans la rue. Faut pas croire que tout va bien. Mais quand même, globalement, les rapports humains, les rapports de la famille étaient beaucoup plus positifs. On se parlait. Aujourd'hui, non. Non, il y a smartphone interposé, c'est fini, c'est fini. Et c'est là que je dis attention. Mais pas moi cette transmission de valeurs familiale par exemple. On se parlait, on était là, il y avait des valeurs qu'on transmettait aux enfants, il y avait une éducation. Aujourd'hui ça se perd quand même, c'est compliqué maintenant. Ça se perd, où on se dit l'école va remplacer, ou enfin voilà, on délègue à d'autres. On est dans les années 2000, c'est un nouveau changement, de nouveaux paradigmes technologiques apparaissent, il faut faire avec. Attention danger, il faut juste rester, garder notre fibre d'être humain, qui est l'émotion, et qui est, on va parler d'un mot qui est peut-être désuet, mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Voilà. L'amour c'est important. Ah, mais c'est fondamental. Surtout dans les chansons. Mais même dans l'univers. Mais toi, tu n'as pas la réputation d'être un chanteur romantique, si je peux me permettre. Tu parles d'amour, l'amour. Ah oui, mais je fais des chansons d'amour. Oui. Mais t'as pas la réputation d'être un chanteur romantique? Ah, je sais pas, je suis étonné, moi, parce que j'ai que des chansons d'amour tout le temps. D'accord. Fille du vent et du soleil, Lady Day, Elise, tout ça, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Bon, comme dit Patrick Sébastien, c'est que de l'amour. Alors je dois être romantique, finalement. Sûrement. Finalement, ça c'est pas mal. Cette carrière, c'est quoi les moments forts? C'est quoi les vues d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, là, je te tire un nom du chapeau parce que t'en as tellement, mais Johnny Hallyday. Toi, t'as composé un double album pour Johnny Hallyday. Paroles, musique de Pierre Gokkola pour Johnny, c'est juste? Musique et réalisation. Musique et réalisation, d'accord, ok. L'auteur, c'est Gilles Thibault, qui a écrit Que je t'aime, Requiem pour un fou, comme d'habitude. Donc, un tout bon, quoi. Voilà. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Johnny, cet album-là? L'album, c'est Hamlet, c'est ça? Oui, c'est Hamlet. C'est une idée de Johnny, d'ailleurs. On est en quelle année, là? Alors là, on est en 75, 76. Et c'est Gilles Thibault qui vient frapper à ma porte et qui me dit « J'ai entendu parler de vous. » Ah bon? Ben effectivement, les délais, c'était déjà sorti. Moi, j'ai cherché plein de compositeurs partout. J'ai été voir Michel Polnareff. Personne ne veut faire un travail de longue haleine pour Johnny parce qu'ils disent qu'il ne va pas tenir la route, il ne va pas le faire, il n'est pas sérieux. En ce temps-là, on doutait de la carrière de Johnny à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on doutait de sa capacité de concentration sur une œuvre aussi importante. Parce qu'un double album avec l'Orchestre Symphonique de Paris, 150 bonhommes qui jouent, c'est pas courant, quoi. Hein. Donc, moi je suis toujours partant des expériences pas possibles. Moi, plus c'est compliqué, plus c'est un peu... Ça sort du cadre de la chanson classique, comme ça, je me suis dit, ça m'intéresse. Mais à ce moment-là, quand on te propose ça, Johnny, pour toi, c'est quoi? Parce qu'attends, vu d'aujourd'hui, on se dit, oula, Johnny, il n'a pas pu refuser. Mais à ce moment-là, en ce temps-là, il n'est pas aussi connu que maintenant. Enfin, c'est pas une légende et un mythe, ou bien? Ah, c'est une star. Quand même, ouais. Ok. Ah oui. Ah, Johnny, c'est Johnny, il n'y a pas d'histoire. En 76, il est beau comme un dieu, il fait des tournées pas possibles. Non, il a aussi cette aura aussi puissante que maintenant. Oui. D'accord. Alors bon, c'est une star, bon ok. Alors je dis à l'auteur, là, je lui dis, bon écoute, moi je vais essayer, j'en sais rien. Et lui il écoute des petits rushs que je fais, ça, il me dit, ah c'est super, c'est exactement ce que je veux. Bon, je lui dis, si ça te plaît, allons-y, quoi. Il me dit, allez hop, tu vas venir habiter chez moi, tu prends avec ta femme, tout ça, allez, vous abandonnez l'appartement, vous venez chez moi, vous habitez, ça y est. Parce qu'il y a le studio chez lui, ou bien... Non, parce qu'il a une maison. Il a une maison fabuleuse. Parce que
parce que c'est un mec. Donc on prend la femme, on prend tout le monde, on y va. Je ferme mon appartement, voilà. Et hop, et je vais habiter chez C'était où? Chez Gilles Thibault. Alors c'est à Montreuil. Ok. Alors il avait une maison magnifique, mais une maison du 18e, mais d'une beauté, et tu avais 2 tours de 30 ou 40 étages juste à côté, comme le dessin de Pendant ton micro, t'entends mieux à la radio. Comme le dessin de Sampé, quoi. D'accord. Tu as une petite maison là, et puis 2 blocs gigantesques. Ça veut dire qu'on se lève le matin, enfin, comme tous les artistes vers 15h30, mais j'entends, voilà, l'après-midi, mais je dis, et on se met à composer, et tous les jours? On est dedans tous les jours? Tous les jours. Et lui, c'était un peu Phantom of Paradise. Et tous les jours, il arrivait, hop, il me glissait un nouveau texte sous la porte. Hop, je regardais, ah, t'as une nouvelle chanson. Et toi, la mélodie, on y va. J'avais amené tout mon matos, moi. Et donc j'enregistrais tout, je faisais des maquettes, quoi. Bien sûr, présenter. Et ça a duré une bonne année, ça. Hein. À vivre chez lui, oui. C'est extraordinaire. Une bonne année. Ah oui. Alors là, il s'en est passé des choses. Enfin bref. C'est la vie d'artiste. Mais c'est ça la vie d'artiste. Enfin, je sais pas. Et en plus, comme je composais, après avoir fait les dîners en plus, hein, j'aurais pu dire, ah vite, il faut que j'aille faire de la télé. Ouais. Oh putain, je dis là, je retrouve ton univers, là où tu es à l'aise. Le studio, la création, voilà. Ça, j'adore. Enfin bon, donc je l'ai fait. Et puis quand ça a été fait, ben, il a fallu le présenter. Ben ouais. Et alors là, le jour de la présentation, ça a été... Tu raconte-moi ça, Non, je peux pas. Si, ben oui, mais il y a prescription. Ben il est mort depuis. Il est mort depuis, Johnny. Non, c'est pas lui, c'est... Ben oui, non, mais on se comprend. Je sais pas si tu connais le film Elsa Popine, ben... Tu connais pas ça? Non, je suis né en 64, désolé. Non, mais c'est des monuments. Elsa Popine, c'est fantastique. Tu me racontes cette présentation? Ben écoute... Non, je vais faire un petit condensé rapide. Ouais. Bref. Donc rendez-vous 9h le soir pour Johnny, donc on attend qu'il arrive, tout est prêt, moi j'ai installé donc ma sono, grosse sono dans le salon, salle à manger, gros truc, et on attend, et les sièges sont installés, les fauteuils, tout ça, et puis il y a un grand bruit, on tape à la porte, ah le voilà qui arrive, alors vite, tout le monde se lève et s'approche, et dans le couloir d'entrée, la seule chose que je vois donc une paire de Santiago, c'est-à-dire des semelles. C'est-à-dire que c'est 2 gardes du corps qui portent un corps. Et donc, je vois 2 semelles arriver, et les gardes du corps lèvent le corps, et en fait c'est Johnny. Johnny qui dort apparemment, ou qui est dans un état plutôt... ou qui a bu un ou 2 verres. Singulier, ou peut-être 10. Et donc, il est là debout, il ne me reconnaît pas, donc il ne sait pas qui je suis, et puis on l'assoit sur un fauteuil. Paf. Et là, il s'écroule complètement. Hein. Et là, il dort vraiment. Continue à dormir, voilà. Et je vois bien. Magnifique comme présentation, pas mal. Ça commence bien. Pas mal. J'attendais une star, j'étais tout vivant. Je vois bien, Et puis arrive derrière tout le staff. Le staff de Philips à l'époque, Universal aujourd'hui. Donc un mec a un cigare qui a un cigare comme ça, qui s'assoit sur un rocking chair à côté. Il y avait Ponce, Jean Ponce, qui était le producteur de Michel Polnareff, qui était là. Il y avait Carlos. Il y avait, enfin bon, puis 2 ou 3 personnes que je ne connaissais pas. Donc tout le monde s'installe là. Et moi je regarde évidemment Johnny assis sur un fauteuil à 3 mètres de moi. Assis, affalé on va dire. Enfin affalé, écroulé comme ça. En fait j'avais vu ses semelles, là je voyais le dessus de sa tête. Alors on m'a dit... Et moi j'étais inquiet, mais vraiment inquiet quoi. J'imagine, Et puis je vois dans le coin là-bas Gilles Thibault qui me fait... on y va, on tourne,